Bonjour, bonsoir, comment ça va vous? On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et je vous ai mis une petite story sur l'autre réseau en vous disant que si vous aviez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous m'avez posé quelques questions, j'y réponds comme d'habitude, sans filtre et sans tabou et avec le plus d'authenticité possible. C'est parti. On commence tout de suite dans le vif du sujet avec une question qui est: aimes-tu être maman? Être maman m'a apporté énormément de changements. Ça m'a apporté énormément de craintes que je n'avais pas avant et ça m'a fait perdre beaucoup de temps libre et de temps personnel que j'aimais énormément. Mais j'aime être maman. J'aime être maman parce que j'aime ma fille plus que tout. Malheureusement, on est obligé de le préciser parce que si on le dit pas, les gens vont considérer qu'on n'aime pas nos enfants. Je ne vous cache pas que pour moi, être maman, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose que je fais bien, que je gère bien, mais c'est quelque chose qui me demande beaucoup de responsabilités. C'est quelque chose qui me demande beaucoup de me mettre de côté, de m'oublier. Et quand on s'oublie trop, on finit par oublier qui on est. Et c'est quelque chose qui est pas facile, mais j'aime être maman. Les nuits avec Willow, ça a été comment? Alors, les nuits avec Willow, faut savoir que j'ai eu la chance, de par mon métier, d'avoir accès à une formation sur le sommeil des bébés avec le compte Instagram Fedodo Spécialiste. Et ils ont d'ailleurs sorti un livre que je vous conseille, que j'ai à la maison, qui nous sert encore très régulièrement dès qu'on a des questions. Et en fait, c'est une formation qui va apprendre comment faire bien dormir son bébé, en gros. Beaucoup de gens qui pensent que le sommeil de l'enfant, c'est inné, c'est quelque chose qui est naturel. Et en fait non, il y a beaucoup de choses à savoir, selon le mois de l'enfant, selon l'âge de l'enfant, les temps d'éveil, les temps nécessaires de sommeil, les routines à mettre en place pour favoriser un bon sommeil. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et vu que nous, on a commencé la formation pendant ma grossesse, ce qui fait qu'on a pu mettre en place ça dès les premiers mois de Willow et Willow a fait ses premières nuits au bout de 3 jours en fait, on est rentré de la maternité, elle faisait ses nuits. Je vous dis faire ses nuits, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un enfant, un nourrisson, un tout petit bébé au début, toutes les 3 heures il a besoin d'un biberon. Elle se réveillait pour le biberon, elle redormait 3 heures, elle se réveillait pour le biberon, donc elle a toujours très très bien dormi. Je touche de la peau de singe, parce que dès que j'en parle, après elle dort plus. Bien évidemment, on a eu des périodes très difficiles, on a eu des périodes où l'endormissement il pouvait durer 2-3 heures. On a eu des périodes où il y avait 5-6 réveils nocturnes alors qu'elle était censée faire ses nuits. Quand je dis censée faire ses nuits, c'est dans le sens où il y avait plus de biberon la nuit, donc elle avait pas de raison d'être réveillée. On a le livre du coup qui nous accompagne et on remet très souvent des choses en place. Mais c'est vrai que comme je vous disais, moi je suis très contrôle fric, donc j'ai vraiment un contrôle permanent sur le sommeil de Willow. C'est-à-dire qu'elle dort à des horaires fixes depuis toujours en fait. Elle évite de sortir le soir pour pas perturber son sommeil. Elle se réveille à des horaires fixes. Sa sieste est à horaire fixe. Je la réveille si elle dort trop, sinon elle a trop de temps de sommeil, pas assez de temps d'éveil, donc elle dort mal le soir. Je suis vraiment très 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 cadrée. C'est vraiment une organisation qui est pas facile, comme je vous disais tout à l'heure. À force de tout porter sur ses épaules, c'est pas facile, mais elle a un bon sommeil. Voilà, donc ce que je pouvais vous conseiller, c'est vraiment d'acheter ce livre ou alors d'investir dans les modules sur le sommeil de l'enfant. Ça peut littéralement changer la vie. Voilà. C'était long, Sinaël. Est-ce que tu as d'autres projets de tatouage en vue? Au risque de vous décevoir, non. Mon plus gros projet de tatouage, c'était mon dos complet. C'est une pièce qui est onéreuse, c'est une pièce qui prend beaucoup de temps, c'est une pièce qui est très douloureuse. Donc je me suis laissé vraiment énormément d'années de réflexion, parce que si je me serais écoutée à mes 18 ans, je voulais déjà un dos complet. C'est vraiment la pièce, j'ai envie de dire, un peu aboutissement de tous ces projets tatouages. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai un petit peu l'impression d'avoir coché la case d'un rêve, entre guillemets, et je n'ai pas d'autres projets de tatouage. J'en ai beaucoup, j'en ai une 30aine. Évidemment, j'ai toujours des petites idées, j'ai toujours des petits trucs, mais c'est vrai que pour l'instant, non. J'ai pas envie pour l'instant. Faut savoir que mon dos complet, ça a été quand même une épreuve, physiquement. Ça a été quand même compliqué. Malheureusement, à la 2e séance, mon anxiété a pris le dessus. Et j'ai fait un malaise, donc c'est quelque chose qui me chafouine encore un peu et où je me dis ça me donne un peu moins envie d'en refaire si jamais ça arrive. Je sais que ça ne arrivera pas parce que on sera pas sur un dos complet qui dure 10 heures, mais physiquement ça a été très dur aussi parce que c'est douloureux, on est sur un dos complet, on est sur la colonne vertébrale, on est sur beaucoup d'heures de travail. Donc pour l'instant du repos, ça fait à peine 2 mois que je l'ai.
Pas d'autres projets en vue pour toutes ces raisons et aussi pour des raisons financières. En ce moment, on est dans un petit peu dans un grand changement dans notre vie de couple et dans notre vie de famille, puisque monsieur a changé de travail, donc on est sur beaucoup de changements et donc forcément des changements financiers. Moi, je suis très transparente là-dessus, hein, vous le savez, je suis entrepreneuse, donc mes mois fluctuent. Voilà, donc il y a des mois où je vais faire des beaux mois, il y a des mois où je vais faire des mois pas top, et il peut y avoir des mois où je gagne zéro. Voilà. Donc je suis obligée d'étaler vraiment mes dépenses et mettre beaucoup de côté et beaucoup anticiper pour les mois à venir pour qu'on soit périn sur du long terme. Donc quand j'ai fait mon tatouage, j'avais mis des sous de côté au fil des mois. Aujourd'hui, j'ai pas les sous pour un tatouage. Après, je vais pas vous mentir, pour moi le tatouage c'est quelque chose de thérapeutique et c'est quelque chose où c'est vraiment mon cœur qui m'appelle. Donc si demain je ressens le besoin de graver quelque chose dans ma peau, je mettrai les sous de côté et je le ferai. Mais pour l'instant non. Il y a pas à être si longue pour répondre à des questions, quoi. Comment tu as fait pour sortir de la dépression? Alors, sachez que cette question, si je ne dis pas de bêtises, j'y ai déjà répondu dans d'autres vidéos, notamment je crois dans l'autre FAQ et également dans une vidéo où je parle des choses que j'aurais aimé savoir sur la santé mentale. Et j'en parle aussi beaucoup dans mes stories à la une, santé mentale. Il n'y a pas de recette miracle pour sortir de la dépression. Je vais quand même prendre un petit temps pour répondre à cette question parce qu'elle est revenue quand même 2-3 fois. J'ai fait pour sortir de la dépression. Déjà, j'ai été prise en charge. J'ai été hospitalisée en hôpital psychiatrique parce que je voulais porter atteinte à mes jours et j'étais dangereuse pour moi-même. Donc j'ai déjà été hospitalisée en hôpital psychiatrique de sorte à m'offrir une parenthèse loin de tout et de tout le monde et être seule avec moi-même pour me reconstruire. Il faut savoir, et je le précise parce que selon moi c'est important, pendant ce séjour en psychiatrie, j'ai refusé tous les traitements médicamenteux. Je le précise, c'est mon histoire, ce ne sera peut-être pas la vôtre, mais dans mon cas, je n'ai jamais pris de médicaments pour mon anxiété ou pour la dépression. Je n'ai jamais pris d'antidépresseurs, je n'ai jamais pris d'anxiolytiques. Je n'ai jamais pris ce genre de choses, c'est un choix personnel. Je suis quelqu'un qui est très sensible aux addictions, j'en ai d'ailleurs encore quelques-unes. Donc pour moi, il était hors de question de rentrer dans ce cercle vicieux que je sais, je n'aurais pas géré correctement. Aujourd'hui, à 26 ans, c'est peut-être différent. À 17, je me suis protégée de ça. Et suite à ça, j'ai commencé une thérapie qui a duré très longtemps, qui a commencé bien avant. J'ai commencé à voir un psy quand j'avais l'âge de 9 ans. Et j'ai continué à la voir jusqu'à mes 22 ans. J'ai commencé à guérir et à me rétablir quand j'avais 21 ans. 20 ans même, 20 ans, 21 ans. J'ai parlé de mes traumas, j'ai guéri de mes traumas, j'ai beaucoup extériorisé, j'en ai beaucoup parlé aussi à mes proches qui n'étaient pas forcément au courant de choses qui m'étaient arrivées. J'ai tout dit, sans tabou. Aujourd'hui, j'ai vraiment une facilité à parler de mes traumas qui peut paraître déconcertante, mais je pense qu'on est beaucoup dans cette situation, on en rigole, c'est plus facile. Du temps, il m'a fallu du temps, et il m'a fallu du courage, voilà, et surtout, j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant 2 ans. Je sais que tout le monde peut pas faire ça, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, j'ai vécu avec très peu d'argent, avec globalement rien du tout. Mon conjoint, qui est toujours le même aujourd'hui, Loulou, a subvenu à toutes mes dépenses pendant 2 ans, parce que j'étais incapable de sortir de chez moi. J'étais incapable de manger correctement, j'étais incapable de voir des amis, j'étais incapable d'avoir un travail, de poursuivre des études. Donc j'ai tout arrêté après l'obtention de mon bac et j'ai fait une pause de 2 ans. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce qui m'a vraiment permis de reprendre mon souffle, c'est la période de confinement. Puisque le confinement, c'est une période où tout le monde s'est retrouvé sans pouvoir travailler, sans pouvoir sortir, s'est retrouvé vraiment bloqué. Et en fait, moi, j'ai eu la sensation que, égoïstement, clairement, c'est très égoïste, que tout le monde se retrouvait comme moi. Et en fait, ça m'a permis de me dire, ok, là, je suis plus différente, plus personne va me demander pourquoi je travaille pas, plus personne va me demander pourquoi je sors pas, plus personne va me demander pourquoi je vais pas en soirée. Je vais pouvoir prendre ce temps de confinement pour me remettre à la page et pouvoir après être comme tout le monde. Et j'ai profité de cette période malheureusement qui a été difficile pour beaucoup. Je minimise rien du tout quand je dis ça. Je suis bien consciente que c'est très grave ce qu'on a traversé. Mais moi j'en ai profité pour continuer à consulter ma psy, continuer à prendre mon temps pour me reconstruire. Et ça a apporté ses fruits. Et donc à la fin, en fait quand le confinement a été levé, c'est un petit peu comme si ma dépression avait été levée également.
Et je le précise parce que c'est important dans mon parcours de dépression, j'ai également arrêté la pilule et ça a littéralement retiré un voile de tristesse de mon cœur. Je ne sais pas si ça a eu une incidence, je sais aujourd'hui qu'il est hors de question pour moi de reprendre des hormones. J'ai réessayé après ma grossesse, ça a été une catastrophe, j'ai cru retomber en dépression. Donc aujourd'hui je n'utilise plus aucune contraception avec des hormones. Voilà. J'aime bien prendre mon temps pour répondre aux questions parce que je considère que si les gens posent des questions, c'est qu'il y a un vrai questionnement derrière et potentiellement un besoin d'aide. Donc voilà la raison pour laquelle je rentre dans les détails. Je suis désolée, cette vidéo est un petit peu longue, mais vous commencez à me connaître. Ça a été dur les premiers jours d'école de Willow, la séparation, comme tu l'as toujours gardé. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré, ça a été... En fait, ça a été une ambivalence. Je vous parle souvent de cette ambivalence entre mère et femme. Et là, ça a été vraiment une ambivalence entre mince, elle me manque, et waouh, le calme fait un bien fou. J'ai gardé Willow pendant 3 ans non-stop à la maison. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, on a eu que très peu de relais, d'un choix personnel. Ça a été un envol. J'ai l'impression qu'elle a quitté le nid, donc quand elle aura 18 ans, qu'est-ce que je vais vous dire? Mais ouais, ça a été un envol et on a une chance incommensurable, c'est que Willow adore l'école. Willow est épanouie au possible à l'école. Quand elle est malade et qu'elle ne peut pas aller à l'école, elle pleure, elle est triste. Quand elle est trop fatiguée et que la maîtresse nous dit là ce serait bien de la garder, elle est trop fatiguée, elle est triste. Elle adore l'école, donc j'ai une petite fille qui va en courant à l'école. J'ai une petite fille qui traîne des pieds, qui veut pas rentrer de l'école. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Dès le 2e jour d'école, elle était extrêmement épanouie. Et donc c'est un bonheur. C'est un bonheur de me dire que moi j'ai réussi mon rôle de maman pendant ces 3 années pour lui donner confiance en la vie et en l'extérieur. Donc ça a été dur. Les premiers jours j'étais perdue, je savais pas quoi faire, je savais plus ce qu'était ma vie sans elle. Et j'ai repris petit à petit mes habitudes et c'est génial. Que dirais-tu aux jeunes qui ont des rêves mais qui n'osent pas par peur de la vie des autres et de l'inconnu? Je vais te répondre quelque chose de très simple. Est-ce que tu préfères continuer à leur faire plaisir pour pas qu'ils te critiquent, pour pas qu'il y ait de jugement, et vivre une vie qui ne t'appartient pas? Passer à côté de tes rêves et passer à côté de ce que tu as envie au risque de déplaire? Ou est-ce que tu as envie d'être jugé pour ce que tu fais, mais parce que tu fais la chose que tu aimes, parce que tu fais ce que tu aimes et ce que tu veux? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu seras toujours critiqué, tu seras toujours le trop ou pas assez de quelqu'un. La majorité des personnes qui jugent, c'est une projection de leurs propres peurs et de leurs propres insécurités. Par exemple, si moi je te juge en te disant que je comprends pas pourquoi tu mets toujours ton enfant à garder, en réalité c'est juste une projection de mes propres peurs et de mes propres insécurités qui sont que je ne fais confiance à personne pour garder ma fille et que parfois j'en souffre car j'aurais besoin de temps libre. C'est pas toi le problème ici, c'est moi. Alors ne passe pas à côté de ta vie pour des potentiels jugements qui pourraient y avoir. Ce serait trop bête. Ça veut dire que quoi? Tu vas te retourner à 55 ans, tu vas regarder ta vie et tu vas te dire, en fait, je fais un métier que j'aime pas. J'ai fait des études que j'aimais pas. Je me suis mariée à quelqu'un que j'aimais pas. Tu vois, il y a plein de choses qui vont se passer. Alors t'es jeune, donc vis une vie qui va t'appartenir à toi parce que tu es la seule personne à qui cette vie doit plaire. Et ne laisse personne te dire que tu n'en es pas capable. Personne. Comment arrives-tu à te rassurer dans des gros moments de doute / anxiété? Je n'ai pas de secret, je me laisse le temps de décanter. Voilà, moi je suis comme une tisane. Ça va pas aller, je vais me laisser couler. Et puis une fois que ça aura décanté, que mon petit sachet sera un peu plus vide, et ben je vais revenir à la surface. Ce n'est pas un bon exemple, je le sais, mais aujourd'hui j'ai encore des choses à régler avec moi-même. Mais dans mon cas, je n'arrive pas à me rassurer. J'attends que la tempête passe et je me répète un jour après l'autre, Sina, là ça va pas. Mais pour être honnête avec vous, la majorité du temps, quand j'ai un gros moment d'angoisse, je me répète pourquoi moi. Donc je laisse passer le temps parce que j'ai appris avec le temps que après la pluie vient le soleil et que le lendemain sera peut-être moins dur que le précédent, alors ça vaut le coup d'y croire. Voilà. Moi, c'est vraiment ma philosophie et je peux vous le dire maintenant après pas mal d'années de galère, faut quand même savoir que j'ai été en dépression pendant plus de 9 ans de ma vie. Donc ça fait peu de temps finalement que je vis réellement sans survivre. Donc j'ai plus connu la noirceur que le bonheur et je sais de sources sûres et d'expérience que le soleil revient toujours. Donc je m'accroche à ça parce que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Quelle est la douleur que tu gardes encore aujourd'hui? Oula, non mais ça veut me faire pleurer. Alors sachez que je suis de ces gens qui n'oublient rien. Donc chaque douleur que j'ai pu traverser, aussi petite soit-elle,
garde une place très particulière dans ma vie et garde une petite brèche qui peut se rouvrir très facilement, même si la majorité de mes douleurs ont été réglées et que je peux en parler assez librement. Il y a quand même toujours des fragilités. Des fois, il y a des petites fêlures qui sont plus difficiles que d'autres à réparer et il faut l'accepter. Moi, dans mon cas, les douleurs que j'ai encore aujourd'hui, ça va être des douleurs envers moi-même. Comme je vous disais, cette fameuse douleur de pourquoi moi ? Pourquoi c'est moi qui souffre ? Pourquoi moi j'en prends autant plein la gueule alors que j'ai l'impression qu'il y a d'autres gens, ça va. Il va y avoir des douleurs d'insécurité personnelle. Donc ça va être la sensation de pas être suffisamment aimé, de ne pas aimer suffisamment bien les autres. Ça va être la sensation de ne pas être quelqu'un de bien. Je dis pas du tout ça pour qu'on me dise mais si Sinaël t'es quelqu'un de bien. J'ai une partie de moi qui a cette intime conviction que je ne suis pas quelqu'un de bien. Voilà, j'ai la sensation de ne pas être assez gentille, j'ai la sensation de ne pas être assez aimante, j'ai la sensation de ne pas être assez patiente avec moi-même et je suis mine de rien beaucoup dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'avec moi c'est soit noir soit blanc. Il n'y a pas de place pour le gris. J'essaye de l'apprendre mais c'est vraiment pas facile et donc au quotidien pour mes proches ça peut être très dur. C'est-à-dire que déjà pour moi il n'y a pas de pardon. Voilà, je suis très rancunière. Il y a beaucoup de choses chez moi que je n'aime pas parce que je me trouve trop dure. Voilà, je me trouve beaucoup trop dure avec moi-même. Et la seule personne avec qui je me trouve géniale, c'est ma fille. Le seul rôle que vraiment j'endosse avec beaucoup de fierté et beaucoup de réussite, c'est mon rôle de maman. Parce qu'en tant que maman, je sais que je gère. En tant que maman, je suis extrêmement patiente. Je suis extrêmement bienveillante. Je suis extrêmement aimante et mon enfant passera avant tout. Par contre, avec mon conjoint ou avec ma famille, on va pas pleurer, je peux être beaucoup plus dure. C'est-à-dire que j'ai une très grosse carapace. Si ça ne va pas, personne ne peut m'approcher. Voilà, je ne vais pas parler. Donc je vais m'occuper de ma fille comme si de rien n'était. Par contre, une fois qu'elle va être couchée, je ne vais plus parler. Voilà, je ne veux pas parler de ce qui ne va pas. Déjà parce que la majorité du temps, je ne sais pas le verbaliser. C'est des douleurs du passé qui se réveillent et qui prennent un peu toute la place, mais qui n'ont pas forcément de raison d'être. Et donc il y a ça. Et puis il y a l'estime de moi. C'est encore une douleur qui est pas facile de m'estimer. Voilà, estimer que j'ai de la valeur, estimer que je mérite d'être aimée, estimer que les gens m'aiment pour ce que je suis et non pour ce que je peux leur apporter. Plein de petites choses comme ça. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Je pense que je suis loin d'être la seule à avoir toutes ces pensées un petit peu douloureuses et envahissantes. Mais moi je vous le dis. Voilà, et ça ne m'empêche pas de rayonner, ça ne m'empêche pas d'être un soleil, mais comme toute météo, parfois il pleut. Voilà. Pourquoi ne pas avoir gardé un carré? Ça t'allait super bien, mais j'adore le long aussi. Mes cheveux sont ma confiance en moi. C'est ça depuis que je suis jeune. En fait, j'ai coupé mes cheveux pendant ma grossesse parce que, comme vous le savez, j'avais à cœur de donner mes cheveux à une association qui fabrique des perruques pour les femmes atteintes de cancer. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment faire une fois dans ma vie. Donc je l'ai fait. Ensuite j'ai gardé mon carré, déjà le temps qu'il repousse bien longtemps, mais je l'ai recoupé après avoir accouché. J'ai eu les cheveux vraiment ici parce que je ne m'aimais pas du tout. Après mon accouchement, mon accouchement a été traumatique. On va pas refaire l'histoire, on va pas le répéter 50 fois. J'ai eu un passage à vide de zinzin et en plein baby blues entre deux crises de larmes, j'ai dit je vais me couper les cheveux, je reviens dans 1 heure. Puis je suis partie et puis je me suis recoupé les cheveux encore plus courts et puis je suis sortie, j'ai pleuré. Je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? Il faut savoir que on dirait peut-être pas, la dernière fois mon mec m'a dit que j'avais les cheveux fins, j'ai cru que j'allais lui arracher la gueule. On dirait pas, mais j'ai les cheveux très épais. En sortant du coiffeur était très très beau, mais en réalité j'ai les cheveux vraiment très épais qui ont tendance à onduler voire boucler sur certaines mèches. Je vous arrête tout de suite, je ne fais pas de routine cheveux bouclés / ondulés parce que ça me demande trop de temps et j'aime pas. J'aime pas. C'est pas que je m'aime pas avec des boucles ou des ondulations, je me trouve très belle, mais j'aime pas cette routine. J'aime pas faire cette routine. J'aime pas. Je pourrais pas vous expliquer. Voilà, j'ai chacun ses petits trucs. J'aime pas faire cette routine. Je trouve que ça se met pas bien. Donc je les laisse en fait naturellement et ils font des mouvements que j'aime bien. Bref, c'est pas la question. Les cheveux très épais et donc en carré, ça remontait. Vraiment, ça faisait une boule comme ça. Et surtout, je ne m'aimais pas. Vous le savez peut-être pas, j'ai eu des antécédents d'anorexie mentale et en fait j'avais la sensation que le carré, j'avais un très gros visage et en plus à ce moment-là j'avais 20 kilos en plus et du coup ça a été une perception de moi-même qui était vraiment pas facile et j'ai compris avec le temps, en grandissant et en vieillissant,
que je m'aime les cheveux longs, que j'ai toujours voulu. Ma maman me le dit souvent, elle me dit souvent tes cheveux longs c'est vraiment toi, parce que même petite j'aimais pas couper mes cheveux, mais j'étais obligée parce que je voulais jamais les laver. Et en fait j'ai toujours eu ce challenge à cœur de laisser pousser mes cheveux le plus possible. Très souvent vous me dites mais jusqu'où? Je ne sais pas, peut-être que dans 2 mois je vais craquer et je vais me faire un carré. Mais non, je veux laisser mes cheveux pousser le plus long possible parce que j'ai la sensation que c'est vraiment moi. Voilà, c'est comme ça, je pourrais pas vous l'expliquer. Il y a des gens avec un carré, ils se sentent eux-mêmes. Moi, je me sens moi et je me sens bien et je me sens confiante quand j'ai mes cheveux longs, et plus ils sont longs, plus j'ai confiance en moi. Voilà, je pourrais pas vous expliquer, hein. C'est comme les gens qui portent toujours des casquettes, ou c'est comme les gens qui ont un manteau fétiche. Il y a des femmes qui mettent toujours la même couleur de vernis à ongles parce que c'est avec cette couleur qu'elles se sentent bien, ou la même couleur de rouge à lèvres. Bah moi, c'est ça avec mes cheveux. C'est beaucoup trop long, Sinaël. Comment organises-tu tes séances? Quels muscles par jour? Cardio, etc. Alors, je fais 4 séances par semaine. Mes séances parfois varient selon ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai pas envie de faire. Je n'ai pas pour but de faire de la compétition. J'ai pour but d'avoir un physique athlétique et un physique qui me plaît. Donc, je fais un petit peu ce que je veux. Mais globalement, j'y vais 4 fois par semaine. Je fais tous les muscles. Voilà, je sais que des fois, ça choque quand je dis ça. Je fais tous les muscles. Souvent, on me demande pourquoi je fais le haut du corps alors que je suis une femme. Bah, parce que j'aime avoir un dos musclé. Donc, généralement, ma séance 1, ça va être la séance dos, parce que c'est ma séance préférée, bien qu'elle commence à être dépassée par d'autres séances. Et encore une fois, je vous donne mes séances, mais des fois ça dépend. Des fois je vais y aller plus, parce que je vais être plus stressée, donc je vais y aller pendant l'école de ma fille. Je vais y aller plus, et du coup ça va changer mes séances, mais globalement, ma première séance est une séance dos. Avant, c'était une séance dos / pectoraux, mais je ne peux plus faire les pectoraux depuis plusieurs mois maintenant. C'est quelque chose qu'il va falloir que je reprenne, mais pour l'instant, j'ai du mal parce que je me suis blessée en fait en faisant les pecs. J'ai une fragilité à l'épaule gauche et en fait tous les exercices de développé couché, tous les exercices de tirage, de machin rapproché, etc. Majorité des exercices pour les pecs me font extrêmement mal à l'épaule. J'ai eu une chute à l'épaule où je me suis abîmé l'épaule. Et donc je garde une faiblesse, donc bref, je ne fais plus les pecs depuis plusieurs mois. C'est quelque chose que je dois reprendre, mais c'est vrai que j'ai tellement peur de la blessure et de me retrouver de nouveau immobilisée que pour l'instant j'ai pas envie. Et j'ai tellement bien fait les pecs pendant 2 ans que je n'ai pas du tout de perte de définition au niveau de mes pecs. Donc nickel. Ensuite, le lendemain, je fais une séance fessier ischio. J'ai divisé mes séances jambes en 2 séances parce que sinon en une séance ça terminait mal, hein, ça terminait en malaise et j'y passais 2 heures. La 3e séance, ça va être la séance épaules-bras, mais qui en ce moment, comme je vous disais, j'y vais plus en ce moment. Depuis que ma fille est à l'école, je peux aller plus à la muscu, donc des fois j'y vais 5-6 fois par semaine. Et donc des fois ça va être séance biceps, séance triceps, épaules, en épaules plus triceps, séance biceps. Voilà, généralement c'est comme ça que ça se passe. Je veux vraiment faire un focus biceps parce que j'aime bien avoir des gros bras. Et donc épaules, triceps, trapèze, donc le haut du dos. Et ensuite, il va y avoir la dernière séance, qui est la séance cuisse mollet. Voilà, donc là, je vais vraiment focus beaucoup d'exos polyarticulaires pour faire des rappels sur les fessiers. Les mollets, oui, je fais les mollets. Et voilà, et dans tout ça, je fais parfois un petit peu de cardio avant la séance, si j'ai du mal à chauffer mon muscle, parce que ma salle est absolument pas chauffée, donc il caille. Donc voilà, et je me suis fixé un objectif de faire 20 minutes de cardio par semaine. Pour mon cœur. Je ne le cache pas, je suis fumeuse. Et pour ce qui est des abdos, je crois qu'on m'a demandé, c'est quand j'ai envie. Voilà, c'est quand j'ai envie. Des fois, je vais en faire 4-5 pendant ma série et voilà. Et après, j'ai plus envie. Je ne fais pas de séance focus abdos particulièrement, en fait. Genre, je les fais quand j'ai envie. Des fois, ça va être à la maison, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je suis désolée, ça coupe un petit peu brusquement parce que je n'ai plus de batterie. La loose. J'ai oublié de mettre mon appareil photo à charger. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'être fidèle à cette petite chaîne qui grandit de jour en jour et de me laisser des commentaires toujours très gentils, ça me touche beaucoup. Je vous souhaite de prendre soin de vous et n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les vendredis sur YouTube à 20h.